Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission La Voix des sorties. Nous continuons toujours d'explorer les différents sujets des sociétés et aujourd'hui nous allons marteler sur les mariages qui est un fait qui concerne pratiquement tout le monde. Vous êtes des fiancés, vous êtes en train de préparer votre mariage. Nous allons aujourd'hui essayer de parler de ces phénomènes. Pourquoi doit-on se marier? On va essayer de répondre à 5 questions, des références liées au mariage. Sur ces plateaux, je reçois, comme d'habitude, notre invité permanent et principal, notre consultant maison, Maître Christian Bossembe, à qui je m'en vais dire bienvenue, Maître. Merci beaucoup, cher Hervé, dans l'espoir que vous allez bien. Très bien, je me porte bien. La classe et l'élégance, On essaye. c'est ce qui vous caractérise toujours. On essaie d'être propre. Vous essayez d'être propre ou vous êtes déjà propre? On essaye. C'est lié à l'éducation ou c'est lié au métier peut-être? Tous les deux, je pense. Je pense d'un côté, l'éducation joue un rôle très important. De l'autre côté, le boulot qu'on fait. Les habits, pour nous, c'est, comme on dit, c'est des outils. C'est des outils, donc c'est comme ça. Est-ce qu'il existe des journalistes sales? Au Congo, Ah ouais. j'en On sais fait même rien. à l'étranger. J'en sais rien, mais il existe plutôt des journalistes qui n'accordent pas beaucoup d'attention aux vestimentaires. Ça existe quand même. Des gens Ils sont euh, dans la presse et que toi à la télé. à la Peut-être que ça peut radio, passer. par exemple. Bon, les vestimentaires, il est beaucoup plus dans le visuel. Hein. Ouais, ouais. À la radio, Dieu seul sait comment on tourne nos émissions. Et je me dis toujours que s'il y avait des caméras pour filmer tout ce qui se faisait à la radio, ben ça serait scandaleux tout simplement. Vraiment. Parce que je me rappelle n'avoir pas été toujours très je veux dire très docile quand j'étais à la radio. En tout cas, mais c'est une très belle expérience la radio, cette liberté qu'on a, le fait de savoir que les gens ne vous regardent pas. C'est fabuleux. C'est parmi mes meilleurs moments, en tout cas. J'allais, parfois, je tournais des émissions en babouche. Et Par moment en culotte. en culotte, en cinglé. Non, mais c'était fabuleux. C'était très bien, quoi, quand on tournait des émissions à la radio. On te voit pas, on a besoin juste de la voix. Exactement. C'est parfait. Sinon, en famille, ça va? Christian Philippe? Très bien. Il évolue très bien. Il grandit tous les Il jours. casse déjà? Oui, il casse, mais c'est avec plaisir, c'est avec grand amour. Tu as envie qu'il casse plus, mais à un moment donné, tu as pas envie qu'il en fasse trop. Pour moi, c'est un bonheur, en fait. Je sais pas si mon père était aussi content de moi comme je le suis avec Christian, mais je pense que c'est une très belle expérience. Avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Très bien. Alors, question d'un internaute. Quelle est la plus grande expérience de Christian Bossembe en matière d'amour? Être aimé. Être aimé, ça a été une grande expérience. Moi, on m'a appris à aimer, en fait. On m'a appris à aimer parce que n'ayant pas bénéficié d'un amour maternel, ça m'avait véritablement desservi. Et donc, je n'avais pas d'attache avec les femmes. Pas du tout, pas d'attache. En tout cas, pour moi, ce que les autres considéraient comme déception, pour moi, c'était pas une... Je n'avais pas d'attache. Donc, tu peux pas blesser quelqu'un qui n'a pas d'attache. Et avec le temps, on m'a appris à aimer quand même. On m'a appris à m'attacher. On m'a appris à... Je veux dire, on m'a appris à avoir mal aussi. Et puis après... Non, mais c'est fabuleux. C'est la plus grande expérience, être aimé, mais aussi aimer. J'ai appris à aimer, ça a été une expérience. L'amour est une expérience formidable. Tu vas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas te donner à celui qui ne voit pas vraiment ce que tu penses, quelqu'un va te prendre pour une salle d'attente alors que tu aurais bien voulu être une chambre. Quelqu'un va te considérer comme un terminus alors que tu aurais bien voulu être un arrêt ou tout simplement une destination. Donc l'amour est une expérience, mais une bonne expérience. Très bien. Alors, on va cette fois-ci entrer dans les bains de l'émission pour parler cette fois-ci des questions fondamentales à se poser avant de se marier. D'abord, une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que nous sommes d'abord obligés de nous marier? Non, pas du tout. La réponse directe, non. Personne n'est obligé à se marier. Personne. Alors, pourquoi aujourd'hui cette obsession pour les mariages? C'est pratiquement tout le monde qui veut se marier, surtout côté fille. Lorsqu'on a 25, 30 ans, on commence à s'inquiéter, on commence à multiplier les retraites, on commence à tenter par-ci, par-là. Finalement, comment vous interprétez aujourd'hui cette obsession du mariage? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que on a d'un côté
la convention qu'on a trouvée dans le monde, bien sûr, et de notre côté, des penchants personnels. Quant à la convention, ce que vous avez des idées reçues comme quoi le mariage était, c'est la chose la plus importante dans le monde. C'est ce qu'on nous a fait croire. On nous a fait croire aussi que se marier apportait une certaine crédibilité, une certaine valeur, un certain crédit, une certaine responsabilité. C'est des idées reçues. Mais malheureusement, elles ne sont pas toutes vraies. Parce que en réalité, sublimer le mariage revient à sublimer l'argent ou sublimer le pouvoir. Parce que le mariage et l'argent et le pouvoir, c'est pratiquement la même chose. Ce sont des variables qui changent en fonction d'une personne à une autre. Si vous êtes gentil, vous aurez un mariage gentil. Si vous êtes méchant, vous aurez un mariage méchant. Si vous êtes turbulent, vous aurez un mariage turbulent. En fait, le mariage ne vous change pas. Pas vraiment. C'est vous qui changez votre mariage. C'est vous qui donnez du contenu à votre mariage. Alors, maintenant, quand on n'explique pas bien ça, les gens ont tendance à y aller pensant trouver des choses à l'intérieur. Pourtant, le mariage, c'est comme un marché. C'est vous qui amenez des choses et non l'inverse. Le mariage peut vous assagir. Mais ce n'est pas le mariage qui vous assagit. C'est le temps que vous passez dans le mariage qui vous assagit. Et même alors, c'est même pas le temps. Parce que le temps n'a pas de vertus thérapeutiques. Mais c'est plutôt les connaissances que vous avez qui vous assagissent. Et les expériences que vous rencontrez, tout le reste, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Mais il faut déjà dire aux gens que le mariage n'est pas salutaire. Le mariage n'est pas... ce n'est pas une histoire avec laquelle on va aller au paradis pour ça. Non. On ne gagne pas la vie parce qu'on se marie. On ne va pas au paradis parce qu'on se marie. On ne gagne pas la vie parce qu'on se marie. Et voilà, donc c'est vraiment pas ça la véritable raison de la vie. La vie, il faut la vivre dans toutes ses composantes, ainsi de suite. Mais le mariage reste une belle expérience, une belle expérience. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, notre perception ou même notre conception du mariage était liée à notre éducation? Parce que quand nous grandissions, nos parents disaient toujours, les garçons, allez à l'école, étudiez, dès même vous aurez des responsabilités à gérer, vous aurez des familles à gérer, mais par contre, les filles, attendez les mariages. On privilégiait même les garçons en ce qui concerne les paiements des frais et consorts. Mais par contre, on disait aux filles, non, vous ne vous dérangez pas, il y aura des garçons qui viendront vous épouser. Est-ce que notre perception a-t-elle été détournée par l'éducation qu'on a reçue aussi? Oui, oui, exactement. L'éducation a beaucoup de bases. Je veux dire, le mariage a beaucoup de bases. Le mariage a beaucoup de sources. Il y a des sources familiales, il y a des sources culturelles, et puis des sources éducatives. Ça dépend de l'éducation, de la formation des uns et des autres. Mais, est-ce que nos parents nous ont préparés pour le mariage? Non. Les parents nous ont préparés, je cherche le mot, mais ça ne vient pas. Les parents nous ont préparés à autre chose que le mariage. Lorsque vous préparez les femmes, voilà, les parents nous ont préparés au ménage, mais pas au mariage. Voilà. Les parents nous ont donc préparés à vivre dans le ménage, mais pas à vivre dans le mariage. Ça veut dire, les garçons sont ceux qui vont chercher l'argent. Parce que ce sont eux qui vont apporter des vivres. C'est les chefs des familles. Les chefs de famille, des vivres à la maison. Et les femmes sont celles qui préparent, celles qui se servent de la maternité. Préparer, éduquer les enfants, et puis ça s'arrête là. Alors, déjà, envoyer les gens dans ces conditions-là, c'est compliqué. Les gens vont aller et puis ils ne réussiront pas. Ça, c'est des 1, ils ne réussiront pas. De 2, lorsque vous envoyez les gens dans ces conditions-là, vous vous écartez de la notion principale du mariage, c'est l'amour. Vous n'apprenez pas les gens à apprendre à aimer, à apprendre à supporter, à apprendre à tolérer, à apprendre à comprendre. Non, vous les apprenez plutôt à subir. Parce qu'il y a une différence entre subir une chose et tolérer une chose. Subir, c'est avec une contrainte. Vous n'avez pas le choix. Mais tolérer, vous avez fait le choix de tolérer la chose. Mais là, on nous a pas appris à tolérer les choses, à vivre, à supporter les choses. On nous a appris à subir ces choses-là. Voyez-vous? Donc, du coup, les femmes subissent l'infidélité des hommes. Elles ne tolèrent pas ça. Elles subissent ça. Parce que c'est culturel. Elles ont appris ça. On leur a dit, non, on peut avoir 2, 3, 4 femmes, ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est qu'ils rentrent à la maison et qu'ils dorment. Mais c'est pas suffisant, ça. C'est pas suffisant. On a même fait croire aux femmes que quand tu es déjà marié, c'est bon, laisse le mari aller avoir un peu de liberté, qu'il aille ailleurs, ce n'est pas un problème, il t'a déjà épousé. Mais c'est une bêtise. C'est une bêtise, c'est une délinquance sexuelle. C'est une délinquance à laquelle on livre les hommes. Mais c'est encadré par quoi? Par la société.
C'est notre société qui a encadré ça. Vous trouvez ça comme ça, Hervé? Vous parlez à 17 filles, ou même, je vais prendre un exemple simple. Prenez 10 femmes, congolaises ou, si vous voulez, africaines. Posez-leur la question, est-ce que vous allez quitter votre mari parce qu'il vous a trompé? 9 vous diront non. 9 vous diront jamais, je quitterai jamais mon homme parce qu'il m'a trompé. Mais posez la question aux hommes. Est-ce que tu vas pardonner ta femme si tu la trouves avec... Impossible. Tu as vu comment tu as sursauté? Tout de suite impossible. Parce que nous, on a été formés, les hommes malheureusement, on a été mis dans une moule, je sais pas on dit quoi, on dit ça exactement, on a été placés dans cette histoire de moule et nous considérons le fait que une femme ne peut pas te tromper. Mais un homme peut tromper. Donc on a cru en des bêtises comme ça et c'est devenu une mentalité malheureusement. Vous allez voir chez les Louba, on dit, moi ça oui, Chibaou et tout. Mais il n'y a pas de Chibaou masculin. Elle ne peut même pas parler avec son ex, même pas percevoir un seul franc. Voilà. Est-ce que le Chibaou là n'est pas masculin? Non, il n'est pas masculin. Et les hommes vont finalement utiliser toute leur énergie idiote dans cette bêtise-là. Pour finalement, plus loin même, ils vont même diviniser cette bêtise comme pour dire, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu ne voit pas les péchés différemment, que ce soit un homme ou une femme. Pour Dieu, le péché, ça reste péché. Donc, si l'infidélité est un péché, ça l'est pour l'homme, ça l'est pour la femme. Mais culturellement, maintenant, nous nous sommes apaisantis sur des histoires qui n'ont rien à voir. Donc, et du coup, les hommes et les femmes ne sont pas armés de la même façon dans le mariage. On ne nous a pas armés, équipés pour vivre ensemble dans le mariage, mais on nous a plutôt préparés pour le ménage. Très bien. L'homme fait ça et puis la femme fait ça, voilà. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, avant d'aborder les questions des références, il est possible aujourd'hui de combattre toutes ces traditions ancestrales? Voilà. Oui, c'est possible, Hervé. C'est possible par l'éducation. Il faut juste remplacer. Tu vois, par exemple, si nous décidons aujourd'hui d'éduquer nos enfants sur des valeurs et des vertus tout autres que celles qu'on nous a apprises, les choses vont aller. Je te donne un exemple. Si tu dis à ta fille, tu apprends à ta fille les valeurs, tu apprends à ta fille des vertus, tu lui dis, ma fille, le mariage n'est pas la fin du monde. Le travail n'est pas non plus la fin du monde. Le vrai succès de la vie, c'est une vie épanouie. Et une vie épanouie, c'est l'accomplissement d'un rêve, c'est l'accomplissement d'un désir, c'est la mise en pratique d'un talent que Dieu t'a donné. Donc, aux femmes, vendez si vous pouvez vendre. Aux femmes, faites la couture si vous pouvez le faire. Faites des traits si vous pouvez le faire. Faites tout ce que vous pouvez le faire, mais pourvu que vous ne fassiez pas, pourvu que vous ne fassiez pas quelque chose. Il faut faire quelque chose, en fait, je veux dire. Pourvu que vous n'arrêtiez pas de travailler, il faut bouger quelque part. Il faut dire ça déjà aux femmes. Il faut dire aux femmes d'aller à l'école, de remplir les universités si possible, d'étudier, de pousser très loin leurs études, d'ambitionner, d'assumer des rôles, des grandes responsabilités dans le monde, de devenir patronne, dirigeante, président de la République, ministre, militaire, tout ça. Que les femmes fassent exactement ce que les hommes font. Si on nous éduque de la même manière, il y aura moins de problèmes. Parce que la femme comprendra que ce qui est mal, et pour l'homme et pour la femme. Parce que le mal est mal même si tout le monde le fait. Le bien est bien même si personne ne le fait. Il n'y a pas de mal pour les femmes, il n'y a pas de bien pour les hommes. Donc, il faudrait éduquer nos enfants sur base des mêmes valeurs. Et si les filles et les garçons sont éduqués de cette façon-là, on aura moins de problèmes. Parce que de quel droit un homme pense que quand il crie à une... D'abord, de quel droit un homme peut frapper une femme? Quel est le droit? Qui a donné à l'homme le droit de frapper la femme? Et vous allez voir, les femmes, et certaines femmes disent ça. Pose la question à toutes les femmes, elles vont te dire. Ceux qui vont pas la bête au sein, il y a bien c'est l'autre. Mais pose la question aux hommes. Donc, comment vous imaginez que vous pouvez faire des choses et pas les femmes? En fait, c'est ce que je ne comprends pas. Qui a dit aux femmes qu'un homme peut taper? Qui a dit à une femme que si un homme parle et qu'il ne convient pas à te convaincre, il doit te taper? Non. En tout cas, moi, ça passe pas. Moi, ça ne passe pas. Une femme, je ne peux pas la taper comme elle ne peut pas me taper. On va pas se taper donc. On va se regarder, on va discuter. Mais alors, qui a dit à la femme qu'il fallait se taire quand une femme a deux bétail? Combien de femmes sont décédées dans le mariage à cause des violences conjugales? Combien de femmes? Combien de femmes ont eu des problèmes de vie parce qu'un homme a posé la main sur elles? Mais c'est dans la tête de la femme. Ça, c'est même dans les sociétés occidentales. Hein. C'est même pas qu'en Afrique. Hein. Même en France, on va vous parler des femmes qui subissent des violences conjugales, mais qui se taisent. Ça veut dire que, quelque part, on a éduqué la femme à subir des coups, à recevoir des coups, mais pas en donner. Et quand je me rends compte, à un moment donné, je me dis que les femmes sont parfois plus fortes que les hommes. Parce que si elles se mettaient à rétorquer, parce qu'il y a des hommes, moi, si moi, ça va pas au couette. Tu vois un peu, des choses, que tu dis, mais oh là là, si les femmes devaient nous taper, ça va être compliqué. Donc, il y a lieu
de changer le paradigme éducationnel. Il faut changer la façon avec laquelle on éduque nos enfants. Nous ne les éduquons pas de la même manière. À la femme, on a dit, on a appris la fidélité. À la femme, on a appris l'oubli de soi. À la femme, on a appris la résignation. À la femme, on a appris le silence. À la femme, on a appris beaucoup de choses. Mais à l'homme, maintenant, on leur donnait, les hommes, c'est un peu comme des bandits à sexe armé. C'est des hommes qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent ouvrir sur le direct partout il veut, comme il veut, comme il entend. Ce n'est pas normal, ce n'est pas anormal, c'est normal. Mais c'est ça qui est dangereux. Vivre dans une société qui fait les tri entre le mal, mais c'est compliqué. Est-ce que en dépit de l'évolution de la société, en dépit de l'évolution du temps, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de changer réellement la conception de l'homme africain, surtout en ce qui concerne la perception et même la considération qu'il doit donner à la femme? Oui, il faut changer. Je pense que c'est possible. C'est très possible. Parce qu'on a été, je dirais, formé comme ça. Non, mais ça baisse maintenant. Tu vois, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant quand même. Aujourd'hui, on ne chosifie pas la femme. Aujourd'hui, ça change quand même. Ça prend une certaine tournure. Les femmes, elles sont allées à l'école, elles ont, je veux dire, elles ont appris beaucoup de choses et ça permet à des femmes de comprendre, à s'ouvrir un peu dans le monde et à voir les choses autrement. C'est plus comme avant. Les mariages qui faisaient l'attraction, à l'époque, ce n'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des jeunes filles qui ambitionnent, qui veulent devenir pilotes, qui veulent devenir DG. Il y a 40 ans, 50 ans, on ne voyait pas ça. Ça ne courait pas les rues. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes ingénieures. Allez à l'ISTA. Il y a 20 ans, il y avait moins de femmes là-bas à l'ISTA. Aujourd'hui, il y a plein de femmes à l'ISTA. Donc, ce qui veut dire que les femmes s'intéressent maintenant aux histoires, entre guillemets, considérées comme des histoires réservées aux hommes. C'est fabuleux, c'est tout simplement magnifique. Maintenant, il faut changer la nature de l'homme africain pour qu'il arrive à comprendre que la femme n'est pas un élément de la dot. Non. La femme, c'est une aide semblable. On n'a pas dit une aide, non, c'est une aide semblable. On n'aide pas celui qui est fort. Si Dieu avait estimé qu'on était très fort, il n'allait pas faire une aide semblable pour nous. Il a fait une aide semblable pour nous, pour nos limites, pour nos insuffisances, pour notre incapacité d'agir et de finir ces choses. L'homme est un être, excusez-moi de le dire, ça va être choqué, mais assez désordonné. Comment ça? Oui, bien sûr, c'est la femme qui ordonne la vie de l'homme. Regardez dans les chambres des femmes et des garçons. Vous allez voir que la chambre des filles a toujours été organisée d'une manière ou d'une autre. Oui, ça dépend, mais dans des cas généraux. Je ne parle pas des femmes qui nous ressemblent, mais je parle plutôt des femmes. Voyez-vous? Oh, il y a des femmes qui ressemblent aux hommes. Oui, il y a des femmes qui nous ressemblent, en fait. En physique et tout. Tu vois, oh, Laura Ngaka, elle a un désordre crucial. Il y en a qui là. Elle ne sait pas là où elle a laissé ce truc, mais les femmes, dans un cas général, les femmes sont mieux ordonnées que les hommes. Elles sont mieux structurées que les hommes. Regardez leur chambre, vous allez voir. Il y a toujours un peu de la vie dans la femme. La femme, elle apporte la vie, quoi. Si tu vois ses yeux, tu vois ses formes, comme elle est, tu sens qu'il y a une vie ici. C'est pas comme les chars de combat, comme nous, on est là comme des briques, tout ça. Non, les femmes sont simplement minutieuses, elles sont bonnes, elles sont bien. Mais il y a aussi des femmes qui nous ressemblent. Mais on parle plutôt des cas généraux. Tu vois, des cas généraux. Donc, la femme vient ordonner la vie d'un homme. Elle vient ordonner la vie. Elle vient donner un sens un peu à la vie. C'est une aide semblable. Elle vient, c'est quelqu'un qui te ressemble, en fait. Ce n'est pas une aide... Très bien. Est-ce qu'au regard des lignes rouges ou des interdits imposés à la femme, aujourd'hui, par exemple, vous allez constater que lorsqu'un garçon atteint l'âge de 25, 27 ans et qu'il décide de quitter les toits familiales, les parents ne vont pas hésiter une seule seconde à laisser partir. À les laisser partir plutôt. Mais lorsqu'une fille va vers ses parents pour leur dire non, voilà, papa, j'ai grandi, je travaille, je préfère aller chercher une maison carrément, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'oublier un peu tout ça? De vivre comme un peu les Occidentaux. Est-ce que c'est possible? Non, moi, je ne veux pas vivre comme les Occidentaux parce que je suis pas occidental. Je veux vivre comme nous, mais il faut qu'on évolue. En fait, ça, c'est clair. Hein. Tu vois un enfant, une fille de 10 ans et un garçon de 10 ans, ils réfléchissent pas de la même manière. Et ils sont pas de la même manière. Il y a même des analystes qui ont dit que la femme a 2 poches de cerveau et que l'homme n'en avait qu'une seule. Ce qui fait des femmes des êtres beaucoup plus forts, beaucoup plus posés que les hommes. La femme est naturellement posée que l'homme. Ça dépend des femmes aussi. Bon, je dis, il faut toujours, pas les femmes qui nous ressemblent, en fait. Mais les femmes, au sens propre, elles ont, Hervé, t'as là,
Ce qu'une femme peut supporter, tu ne supporteras pas. Non, non, les femmes, c'est bizarre. Elles supportent des choses que tu ne pourras jamais supporter. Mais elles vivent avec. Je te donne un cas. Tu me rappelles la question. Hein? Je te donne un cas. Tu sais qu'une femme peut trouver dans ton téléphone, Hervé, je t'aime plus que tout et tout. Mais elle prépare quand même le foufou et tu manges. Elle t'attend aussi jusqu'à 20h, tu reviens. Puis tu... Mais toi, si tu trouves ça dans son téléphone, le monde s'arrête là. Tu as comme l'impression que la lune va quitter en haut, on dirait moi, il va venir au monde d'Ambou. C'est un procès qui démarre directement. Je te jure, mais tu as une condamnation déjà, c'est en prison qu'elle est là. Elle va aller en prison, elle va être jugée là-bas. Tu vois un peu? Ça veut dire que, imagine un peu, mais les femmes, ça supporte. Tu peux imaginer que la femme peut te tromper, tu peux aujourd'hui tromper ta femme avec une autre femme. Et tu as même un enfant. Mais elle trouve quand même l'occasion de te pardonner. Et puis tu crois qu'elle va te tuer, mais elle ne te tue pas. Tu dors aussi, tu ronfles, tu t'oublies même. Et le matin, tu te réveilles. Mais si c'était nous, les hommes, tu vois le carnage qui va être fait. Donc, elle supporte des choses que tu ne pourras pas supporter. Elle supporte le poids du ménage, elle supporte nos caprices, elle supporte nos erreurs, elle nous porte à cœur. Bref, ce sont des mères. Tu vois la fille que tu vois, la femme là, si elle t'aime, elle devient comme une mère pour toi. Elle peut te supporter dans ma cambo, on imagine même pas. Exactement. Moi, aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses quand je vois le lien qu'il y a entre ma femme et mon fils. Mais c'est bizarre quand même. Auto panzeloko. Il m'a fourré de ma boko. On a dit qu'il y retard mon mouké. Non, la procès mon kilo mobimba. Je dis mais c'est pas vrai. Pour ton fils qui détruit tout, tu le prends dans tes bras. Mais un gars qui a outil qui a 15 minutes il y a moins retard boué. Mais c'est l'humanité tout entière qui doit être alertée. Ah, j'en ai retard. Tu vois? Donc quand une femme t'aime, c'est exactement un peu ça. Elle peut te supporter dans un niveau qu'on n'imaginait même pas. Parce qu'elle joue finalement ce rôle-là. Donc, il faut finalement reconnaître que c'est des êtres magnifiques. C'est des êtres splendides, tout simplement. Tout ce qu'elles font, ça, là, on a bien. Alors, la question que je vais poser. Des lignes rouges imposées aux femmes. Comme quelle ligne rouge, par exemple? Elle ne peut pas aller louer une maison seule. Oui, voilà. Alors, j'étais en train de dire, c'était ça le topo. Tu vois une fille de 10 ans et un garçon de 10 ans, ils ne peuvent pas réfléchir de la même manière. Et même sur le plan émotionnel, c'est pas la même chose. La fille de 10 ans, elle est draguée par des garçons de 14 ans, par des garçons de 15 ans, par des garçons que son homologue, si tu veux, de 10 ans ne peut pas affronter. Tu vois les garçons de 10 ans, quand il va dans le cercle des garçons de 15 ans, on les chasse. On dit, le garçon qui appelle, il y a tonton, il y a Fabrice. Il y a Fabrice à 17 ans. Le garçon de 10 ans l'appelle, il y a Fabrice. Mais la fille de 10 ans appelle Fabrice. Et ça passe. Fabrice est content même. Est content qu'on l'appelle comme ça. Ça veut dire que nous avons grandi dans un environnement comme ça. Tu vois ton fa. Nous, on a des garçons, vieux gens, nénine. Mais tu vois la fille avec qui vous avez le même âge. Ah ben Jean. Jean Endine. Et Jean est content. Jean est très content qu'on l'appelle comme ça. Quand il y a un téléphone. Tu vois, il donne des ordres à Jean. Donc, déjà que vous n'êtes pas pareil. Vous ne réfléchissez pas de la même façon. Et vous n'avez pas les mêmes hobbies. Vous ne fréquentez pas les mêmes endroits. Une fille on va aller plus loin. Une fille de 17 ans. Le milieu qu'elle entre n'est pas le milieu d'un garçon de 17 ans. Un garçon de 17 ans, c'est encore papa, maman, donne-moi, yaya, fais-moi. Mais l'enfant, cette fille de 17 ans, de 18 ans, mais elle a des relations avec des gens assez importants. Elle est draguée peut-être par les sénateurs, par les députés, par les journalistes, par des grandes personnes qui ont 30 ans, 40 ans, qui ont peut-être 10 ans, 15 ans de plus que lui. Alors que le petit garçon de 17 ans, c'est encore un petit. Il est encore au niveau de l'école. Donc, ça ne te conçoit pas de la même façon. Maintenant, en termes de maturité aussi, il a été prouvé, ça c'est subjectif, je ne vais vraiment pas évoluer là-bas, il a été prouvé que les femmes gagnent beaucoup plus en maturité que les hommes. En tout cas, si je le dis, c'est subjectif, il n'y a pas de raison scientifique qui le prouve, assez où je ne suis pas informé, mais au moins je sais que les femmes gagnent en maturité un peu plus, parce qu'elles ont été exposées aux expériences un peu plus avant que le garçon. Voilà pourquoi on a tendance à livrer la fille un peu plus tôt, parce qu'on dit, une fille de 20 ans peut se marier, hein. De 22, elle peut se marier, elle peut tenir le ménage. Mais ton petit garçon de 17 ans, ou de 20 ans, ou de 24 ans, tu ne vas pas le laisser se marier tout de suite. C'est impossible. Il faut que tu sois véritablement sûr de sa maturité. Et puis, tu peux le libérer. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça, en fait. Très bien. Alors maintenant, dans les questions fondamentales à se poser avant de se marier, commençons d'abord par la question quand. À quel moment doit-on se marier?
Est-ce que c'est lié à l'âge, c'est lié à la profession? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui imposent à leurs agents de se marier avant de briguer certaines responsabilités. À quel moment on doit se marier? Alors, une entreprise qui veut que les agents se Mm. marient, Mm. cette entreprise vit encore dans le Moyen-Âge. Cette entreprise vit encore dans un ancien monde, dans un monde qui n'a, j'ai envie de dire qui n'a jamais existé, mais on va dire un monde qui a existé il y a très longtemps, avant que nous puissions naître, avant que nos parents naissent, avant que les parents de nos parents naissent. Donc c'est un ancien monde. Parce que l'idée, elle est basée sur quoi? Sur une certaine stabilité. On dit non, les mariés, tu vois, ils réfléchissent 2 fois avant de faire ceci, avant de faire cela. Mais c'est rien, c'est faux et archi faux. La vie nous a prouvé que ce n'était pas vrai. La vie nous a prouvé même que la délinquance sexuelle, elle est beaucoup plus pratiquée par les mariés que les célibataires. Les véritables bandits sexuels, c'est des mariés. Les vies sexuels, pour la plupart des cas, c'est des mariés. Voyez-vous? Donc, à un moment donné, il faut vraiment pas qu'on tombe dans ces carcans, ces pièges-là. Mais il y a un côté, on va dire, subjectif de responsabilité. C'est vrai, celui qui est marié ne réfléchit pas de la même manière qu'un célibataire. Il réfléchit pas vraiment de la même manière. Du moins, du côté principe. C'est pas de la même manière. Celui qui est marié, je parle du principe, celui qui est marié a une famille, tu vois, il ne fait pas des bêtises parce qu'il sait qu'il a une femme, il a des enfants, ainsi de suite. Contrairement à celui qui n'est pas marié, qui n'a pas d'attache. Quand tu as des assises, quand tu as des attaches, tu sais tu sais contrôler ce que tu fais et tu vois, et tu saisis les opportunités. Le travail pour toi, comme c'est ta source de rémunération et c'est avec ça que tu nourris ta famille, tu sais prendre soin de ça. Donc, peut-être c'est ça la motivation de nos employés, de nos anciens, de certaines entreprises. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on comprend que bon, être marié ou pas, ce n'est vraiment pas on va dire, le critère le plus important parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, si on veut se marier parce que on a ça on arrivera. Si on veut se marier parce qu'on a un emploi, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas la question quand. Ça, c'est comment on se marie. C'est pas quand. On se marie quand on est prêt. Quand on est prêt. Quand on a suffisamment des informations sur la personne, sur nous-mêmes et sur le mariage. Mais même alors, il y a toujours une petite partie de l'imprévisible. Il y a toujours une petite partie des surprises. Parce que je ne peux pas dire que le mariage, c'est quelque chose qu'on calcule déjà bien avant. Non. C'est quelque chose qu'on planifie. Que l'on programme. Mais qu'on ne calcule pas beaucoup. Voyez-vous, il y a toujours une part de l'imprévisible. Tu peux bien te marier, mais puis après, ça part en vrille. C'est possible. Tu peux bien te marier. Tu peux vraiment bien, dans des bonnes conditions, la bonne personne, et blablabla, bla, comme tu veux. Et puis après, à un moment donné, pouf, ça capote. C'est possible. Il y a tellement de choses qui peuvent te prouver le contraire. Mais, en même temps, il y a aussi quelque chose de fondamental. On se marie quand on a assez d'informations sur soi-même. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quels sont tes hobbies? Tout ça. Tu as quand même assez une certaine information sur toi. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et tout, et tout, et tout. Et l'autre. Qu'est-ce que l'autre aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Vous allez faire le mélange. Sinon, tu vas épouser ton contraire. Tu vas épouser ton opposé. Ça marchera pas. Le problème, c'est quand tu es prêt, quand tu as les informations nécessaires, quand tu te dis, c'est le moment de me marier. Quand tu te dis, je suis convaincu que c'est le moment maintenant de marier avec la personne de mon choix. Tu as fait le choix de la personne qu'il faut. Tu as compris que c'est bon, maintenant le moment est là. Bon, tu t'engages. La personne que tu veux épouser vient d'où? Vient de quelle famille? Et toutes ces questions-là sont importantes pour toi. Est-ce que l'âge, c'est aussi un facteur idéal pour se marier? Non. L'âge n'est pas un facteur idéal, mais il est un facteur important. On se marie pas quand on a 14 ans quand même. On se marie pas quand on a 13 ans. Il faut d'abord se marier. Il faut respecter d'abord les conditions de fond, de la forme et des conditions de fond. Il faut vider la question de l'âge, la question juridique. Il faut que la femme ou l'homme ait plus de 18 ans. Ça, c'est assez important pour la loi. Et puis après, vous devez gagner en maturité. Vous devez savoir pourquoi je vais marier, qu'est-ce que je vais chercher dans le mariage. Est-ce que c'est important? Qui je vais marier? Comment? Et quand tu as toutes ces informations-là, ben, tu peux t'en aller. Justement, pourquoi on doit se marier? Est-ce que c'est pour satisfaire ses désirs sexuels? C'est pour s'acquitter des tâches ménagères? Finalement, pourquoi les gens décident de se marier? Alors, c'est la grande question, pourquoi il faut se marier? On se marie pas parce qu'on a 20 ans ou 40 ans ou 50 ans. On se marie parce que on pense que c'est bien de se marier. On se marie parce que on est prêt. On est prêt à s'abandonner. On est prêt à se donner à l'autre. On est prêt à s'oublier. On est prêt
à arrêter de dire je, mais dire nous. On est prêt à dire moi, 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 moi. On est prêt. On est prêt à éviter de croire que vous êtes seul dans le monde. On est prêt à assumer les erreurs des autres. On est prêt à ouvrir l'œil pour voir les qualités des autres et fermer l'œil pour ne pas voir ses défauts. On est prêt à supporter, on est prêt à s'abandonner. Quand on est prêt à ces choses-là, oui, on peut maintenant se marier. Mais pourquoi alors? Les raisons du mariage sont différentes. Elles sont multiples. Chacun a ses raisons. Pourvu qu'elles soient bonnes, et pourvu qu'elles soient vraies. La bonne raison dans le mariage, c'est individuel, c'est vrai. Mais il y a des raisons qui semblent ne pas être bonnes. Par exemple, je vais me marier pour vider mes appétits sexuels. Non, je préfère encore un célibataire impudique qu'un marié infidèle. Je préfère. Parce que le marié, le célibataire qui est impudique, il est impudique, il ne verra pas le royaume des cieux, ça c'est sûr. Mais il n'a pas d'engagement, il n'aime personne. Il fait ce qu'il pense, comme il veut, comme il entend, c'est sa vie. Bon, bref. Mais pas un marié a un engagement qu'il a eu devant Dieu, devant la loi et devant les hommes. Donc, il ne peut pas, pour une raison quelconque, dire, ben, je vais briser les liens du mariage. Mais le célibataire, quel est le lien qu'il brise? Aucun lien. Donc, je préfère encore que celui qui pense, qui veut se marier pour les rapports sexuels, ben, qu'il ne se marie pas, qu'il le fasse après. Parce que si tu te maries pour les rapports sexuels, le jour où tu ne l'auras plus, qu'est-ce qui va se passer? Parce que même pour les rapports sexuels, tu dois trouver quelqu'un qui correspond à ta libido ou à ta demande. Parce que si toi, tu es un hypersexuel, tu épouses une femme qui n'est pas hypersexuelle, vous allez vous battre tous les jours. Ça sera la source de vos problèmes. Parce que tu as fait le mauvais choix. Il y a des hommes qui peuvent faire l'amour du matin au soir, du lundi au dimanche, janvier, février, janvier, décembre. Ils sont prêts à le faire tous les jours. Mais il y a des femmes, il y a d'autres personnes qui ne le font pas tous les jours. Alors si tu commences à venir l'embêter dans sa vie privée, disons, dans son retranchement, ça commence à devenir un problème et vous n'allez pas vous entendre. Alors donc, au lieu d'aller se battre pour ça, je préfère trouver un autre canal. C'est beaucoup plus important. Alors donc, si tu veux te marier pour les rapports sexuels, il faut que tu te rappelles que dans le mariage, le sexe, c'est la dernière des choses. Ce n'est même pas important. Je veux dire, important. Oui, malheureusement, nous, célibataires, nous ne comprenons pas. Oui, parce que vous n'êtes pas dedans. Vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on se marie, on fait l'amour tous les jours. Excuse-moi de te le dire, mais non, on ne fait pas l'amour tous les jours. Les mariés ne font pas l'amour tous les jours. Je peux te le garantir. Ils font pas l'amour tous les jours. Ils font une semaine sans faire l'amour. Il y en a qui font 4 jours sans faire l'amour. Il y en a qui font une semaine. Il y en a qui font 2. Il y en a qui font 3 semaines. Il y en a qui font 1 mois sans faire l'amour. Et ils n'ont pas de problème. C'est pas qu'ils n'ont pas d'attrait. Non, c'est faux. Ils ont de l'attirance l'un pour l'autre, mais ils ne le font pas. Ils n'ont pas du temps pour ça ou ils n'ont pas assez de motivation. Et ça, il faut dire ça aux gens. Malheureusement, ils ne sont pas prêts à comprendre ça. Vous allez vous battre. On va aller là-bas. Non, mais puis après, c'est pas ça. Non, on se marie pas pour ça. On ne se marie pas parce que on est fatigué de vivre chez sa tante ou chez son père. Non. Le mariage n'est pas un refuge social. Le mariage n'est pas un refuge économique. Le mariage n'est pas un refuge académique. On ne se marie pas parce qu'on va aller vivre le bonheur. Non. Non, si tu veux vivre le bonheur, il faut travailler. Très bien. Alors avec qui s'est marié? Quel est le profil idéal de l'homme ou de la femme à épouser? Quels sont les critères? Est-ce que, et puis ça c'est la question qui revient généralement, la virginité pour une femme, c'est un facteur clé pour le mariage? Ça garantit quoi? Rien. 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 Excuse-moi de te le dire. Ça va choquer les vierges, mais la virginité, c'est un honneur pour l'homme qui l'épouse. Pas du tout. Un honneur pour la famille. Pour la famille. La virginité, je voudrais bien qu'on en parle un autre jour parce que c'est tellement vaste. La virginité n'a de l'importance que pour la femme qui la détient et la famille qui a éduqué sa fille. Mais jamais pour l'homme. Qu'est-ce que l'homme va avoir? C'est important. C'est bien pour l'homme. Il est le premier. C'est tout. Alpha et Oméga. C'est tout. Après, il y a mieux que ça dans la vie. Attends, il y a des femmes vierges mais impolies. Il y a des femmes vierges mais avec un comportement volcanique. Alors, à quoi ça sert d'être vierge impolie? À quoi ça sert d'être vierge désobéissante, insoumise, cruelle, grossière? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être une femme vierge mais querelleuse? À quoi ça sert d'être une femme vierge mais qui ne partage pas? Ça n'a rien à voir. La virginité est une valeur en Afrique. On veut, c'est la preuve que votre fille s'est bien comportée.
C'est la preuve que votre fille a une vie sexuelle saine. C'est la preuve que votre fille ne s'est pas offerte aux hommes. Mais ça s'arrête là, point barre, pas plus. Ça s'arrête là, ça n'a rien à voir. Et puis, ce n'est pas parce que par la virginité qu'on va aller au paradis. Donc, et puis, la virginité n'est pas l'assiette du mariage. Toutes les femmes mariées ne sont plus vierges, il faut que te le dise. Ça part le jour des noces et c'est fini. Donc, il ne faut pas vivre avec ces mythes des vierges. Non. Mais il est important d'éduquer nos enfants sur base, de garder leur virginité pour le mariage. Je vais bien. Ne jamais conditionner les mariages à la virginité. D'abord, ça ne te conditionne même pas. Oh, il y a des hommes qui disent ça, qui disent ça, pardon. Non, moi, je dois à tout prix épouser une fille vierge. Et lui, il est chaste. Celui qui dit qu'il veut épouser une vierge, lui est chaste. Jamais. Alors, monsieur, attendez bien. Excuse-moi de te dire, mais c'est un aventurier, c'est un farceur. Donc, toi, toutes les femmes que lui a des viergés, là, qui va les épouser? Donc, il y a des gens malades quand même, hein. Donc, tu sèmes les bazars partout dans le monde, et puis après, quand ça sera ton tour, non, mais non, il faut que je marche sur les perles. Ah, mais non. Non, ça se passe pas comme ça. Et Dieu ne peut pas faire ça, malheureusement. Dieu est juste. Donc, toi, tu t'es amusé à voler la virginité de toutes les filles. Et quand il s'agit d'épouser toi, tu veux épouser une fille vierge. Et ça viendra sur un plateau. Non, écoute, il faut que les hommes comprennent. On n'épouse pas la virginité. On épouse une femme. On n'épouse pas la virginité. On épouse un cœur. La véritable virginité, c'est celle qui est spirituelle. Ce n'est pas celle qui est physique, c'est celle qui est spirituelle. C'est la pureté de l'esprit, c'est la pureté de l'âme dont on a besoin. C'est la pureté du cœur, ça n'a rien à voir avec être vierge ou pas. Vous savez, il y a des femmes qui ont été des vierges, pas parce qu'elles ont voulu être des vierges. Elles ont été violées, par exemple. Exactement. Il y en a qui ont été violées, qui n'ont jamais demandé à perdre leur virginité. Il y en a qui ont perdu la virginité par ignorance de la jeunesse, pour plusieurs raisons. Il y a des femmes qui se retrouvent aujourd'hui, elles ne sont pas vierges pour plusieurs raisons. Donc, rien à voir avec ça. Mais celles qui sont vierges, c'est bien. Gardez la virginité que vous avez. Mais ça s'arrête là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de plus que ça. Il n'y a pas de plus que ça. Et puis, c'est bizarre quand même, hein, que quelqu'un reste bien dans sa vie pour faire plaisir à son père et à sa mère. Moi, je ne fais pas plaisir. Je ne vis pas pour faire plaisir à mon père et à ma mère. Je vis pour faire plaisir à Dieu. Donc, si je ne pratique pas les rapports sexuels, moi, c'est par crainte du Seigneur. C'est par la crainte de Dieu. Et non pour satisfaire les parents. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faudrait apprendre à nos enfants de vivre pour le Seigneur. Pas pour leurs parents. Pas pour les autres. Non, mais pour vivre pour le Seigneur. Une fille se garde jusqu'au mariage parce que les rapports sexuels ne doivent être faits que dans le mariage. Je suis bien d'accord avec ces principes-là. Bien d'accord. Mais on ne doit pas faire croire aux gens que ceux qui ont fait l'amour avant le mariage sont des monstres. Ah non. Non, 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 non. Ils ne sont pas monstres, c'est des hommes et des femmes qui ont, à un moment donné de leur vie, pris des décisions, bonnes ou mauvaises, mais puis bon, voilà. Mais la virginité, ça reste quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de bien. Et puis après, ça n'attire pas le mariage. Non, ça n'attire pas le mariage. Et puis après, tu vas faire quoi avec la virginité? Quelle est votre analyse, quelle est votre interprétation des... Mais je soutiens, hein, les vierges, je les soutiens. Que pensez-vous de ces hommes qui estiment que les femmes ou les filles des viergés ne méritent pas les mariages? Ils sont malades, excuse-moi de te le dire. Ils sont vraiment malades. Ils doivent vraiment ils doivent aller à l'hôpital qu'on les répare. Comment ça se passe? Attendez, comment on peut imaginer ça? Ils traitent ces filles avec dédain, avec mépris. Non, mais ils sont des vrais ignorants. La valeur d'une femme ne se découvre pas par sa virginité. La valeur d'une femme, c'est l'ensemble des connaissances qu'elle a dans son cerveau, qu'elle a dans son cœur. La valeur d'une femme, c'est l'ensemble des vertus qu'elle a. Et les vertus, on peut les avoir vierges ou pas vierges. Je t'ai montré qu'il y a des vierges voleuses. Il y a des vierges qui mentent, qui trompent. Mais après, quand on parle des vierges, aujourd'hui, il faut encore dire, elle est vierge où? Devant ou derrière? Il y a des femmes qui n'ont jamais fait l'amour par devant, mais elles le font derrière. Elles ne sont pas, est-ce qu'elles sont vierges? Ah oui, c'est quoi la virginité? Mais attendez, c'est quoi la virginité? Et puis, c'est quoi la virginité quand on a son téléphone bourré? De la pornographie. Des pornos. C'est quoi être vierge quand on flirte avec tous les hommes? On s'interdit simplement la pénétration. C'est ça être vierge? Ah non, ça je ne prends pas. C'est ça être vierge. Non, moi je pense qu'il faut aller au-delà des mots, au-delà des concepts, voir les valeurs. Ne réduisons pas la femme à la virginité. Ne réduisons pas la femme à ça. Il y a des hommes qui ont tendance à réduire la femme au sexe. Pourquoi la question de la chasteté ne fait pas autant de débat que celle de la question que j'allais vous c'est bête, en fait. C'est bête, après, c'est... Mais malheureusement, on ne sait pas tester. Bon, je ne sais pas si la technologie a évolué. Oui. Si c'est possible de tester la chasteté d'un garçon. C'est bête, tout simplement.
et puis tester la virginité d'une femme. C'est rétrograde, ces Il y a aussi choses. des filles qui pensent que les mariages, pour elles, c'est trouver un homme qui est aussi chaste. Bon, Bien que côté garçon, c'est assez difficile, voire impossible. bon, moi je pense qu'à un moment donné, on a le choix. Trouver une femme vierge, bah, c'est bien. Mais la Bible ne dit pas celui qui trouve une femme vierge trouve le bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. De deux, la Bible ne dit pas qu'une femme vierge bâtit sa maison. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit une femme vierge. Ah, mais attendez, cette obsession de la virginité. La Bible dit une femme sage, pas vierge, mais sage. On peut être sage après l'avoir fait une bêtise. On peut être sage des naissances, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que nous avons tellement des idées rétrogrades et mesquines en même temps qui... bon. Moi, à un moment donné, quand j'ai rencontré des hommes comme ça, oh, il faut qu'on ait une femme vierge. J'ai dit, mais viens, dis, messieurs, tu veux épouser qui? Oh, une femme vierge. Tu vas la trouver où? La femme vierge. Oh non, il faut que la trouve la femme vierge. Dieu va me donner. Je dis, les femmes que toi, tu as des vierges, Dieu donnera ça à qui? Et là, il a dit, mais non, je ne savais pas. Hein. J'ai dit, ok. Donc, attends, on va se faire mal dans ce pays. On va s'épouser comme ça. Tu as des trucs là-bas et puis tu vas... Non. Très bien, on va calme. l'émission. Alors, est-ce que l'argent, c'est aussi un facteur pour se marier? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se marient sans travail, sans maison, il n'a pratiquement rien, mais il va quand même aller se marier comme ça. Et moi, je me demande, ces familles qui donnent leurs femmes, leurs enfants à des hommes qui ne travaillent pas, à quoi ils s'attendent? Comment Dieu tu n'épouses pas quand tu n'as rien, attends. Dieu pourvoira. Non, mais Dieu a des... Voilà ce que Dieu pourvoit. Voilà comment Dieu fait les choses. Il crée le monde, d'accord? Il crée toute l'humanité. Les jardins, les arbres, tout. La verdure et tout. Et ce n'est qu'après que Dieu vient créer l'homme. Mais voilà la beauté de la chose. Dieu crée l'homme. Il le place au jardin comme le gérant. Le premier boulot de l'homme, c'était ça. Gère-moi toutes ces choses. Dieu a engagé l'homme d'abord. En lui disant, nomme-moi les animaux. Il faut leur donner le nom. Et Adam avait comme boulot ça. Nommer les animaux. Antilope, antilope. Oh, lion. Et Adam faisait ça. Et après, Dieu payait Adam. Oui. Il était engagé. Il travaillait là. Temps plein. Et là, comment s'effectuait la paye d'Adam? Il pouvait manger ce qu'il voulait. Tout. C'était la paye d'Adam. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et Dieu a fini par trouver à Adam une maison. Il dit, trouve-toi là où tu vas dormir. Et Adam a une maison. Donc, et ce n'est qu'après tout ça, quand Adam a eu le contrôle de toute la terre, que Dieu va dire à Adam, dors maintenant. Petit, il faut que tu dormes. Je vais te trouver une femme. Tu vois que la femme est venue après. Après que l'homme soit créé, après que l'homme ait eu un travail, après que l'homme ait eu un chez-soi, et ce n'est qu'après la fin de parcours, Dieu dit, bon, maintenant, pour gérer tout ça, la femme est là. C'est le contraire aujourd'hui. Oh. Aujourd'hui, les gens on fait la fête, et puis dimanche, on rentre en famille. Mais ce qui est bizarre, les gens font même des faire-part. Comment tu fais une faire-part? Ça. Les faire-part. Un faire-part. Comment tu fais un faire-part pour ton mariage? Comment tu fais? Ton mariage à toi, faire-part. Alors, si on doit faire part à ton mariage, on doit faire part partout. Même dans ton lit, il faut qu'on vienne t'aider à avoir des enfants. Non, mais attendez. À un moment donné, il faut qu'on arrive à s'honorer soi-même. Marie-toi selon le moyen que tu as. Avant que tu aies l'idée du mariage, aie d'abord l'idée du travail. Oh, salipena. Ça veut dire que tu vas économiser pendant 8 mois, pendant 10 mois, pour claquer toutes tes économies en une seule journée, en un seul soir, une seule nuit. Mais qui t'a ensorcelé comme ça? Tu n'as pas un chez toi. Tu ne sais pas comment tu vivras. Tu n'as pas des économies. Mais tu vas dépenser tout l'argent pour une fête. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a dans la tête? On a quoi à l'intérieur de la tête? Je peux accepter qu'on soit malade, mais pas à ce point quand même. Donc, tu ne vas pas claquer toutes tes économies pour un simple mariage. Une simple fête de mariage. Au contraire, marie-toi dans un endroit sobre, calme. Sous un espace théâtre en Congobeuse. 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, et vidéo, vous continuez. La vie continue. Va dans la chambre salon. Mais au-delà de tout ça, il faut avoir un emploi. Il faut avoir un emploi avant de vouloir te marier. Mais si tu n'as pas un emploi, comment tu vas faire vivre la femme?
politique. Austérité, au côté de la résistance, il faut résister. Moi, on va la vie pour la commune politicienne. Il faut lutter. Il faut lutter, tu sais, la vie, il faut lutter. Il faut kafatia kende. Donc, tu fais de l'enfant d'autrui une politicienne, une militante pour rien. Parce que moi, on la vie, moi, cherche d'abord ta vie, organise-toi, un peu, et puis après, tu vas te marier. Et au moment de la journée, vous allez bien. Est-ce que l'église aujourd'hui a une part de responsabilité dans ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans l'église, il y a des frères qui ne font pratiquement rien, mais ils ont des fiancés, parfois poussés même par les pasteurs. Oui, mais parce qu'ils sont sous-informés, ces pasteurs-là. Ils sont sous-informés. Et puis d'ailleurs, les églises, à quoi elles servent si elles ne peuvent pas offrir leur cadre au mariage de leurs fils et de leurs filles gratuitement? Vous êtes dans l'église. Bon, vous êtes dans l'église alors. Vous savez ça, l'église, comme ça, les parents ne sont pas dans l'église. Qui? Mais qui viennent? Bon, les parents ne vivent pas dans la salle. Tout le monde a beaucoup comme ça, là, $2 000, $4 000. Bon, vous allez dans l'église, Nabino. Comme ça, vous avez les gens, si vous voulez. Vous avez... Non, mais. Non, mais après. Non, mais comment je me dis, comment vous allez nourrir 500 personnes si vous n'avez pas à vous nourrir vous-même demain matin? Bon, ça, je crois qu'il y a des choses à... C'est l'esprit festif que les gens ont. Ils ont toujours gardé. On cherche les occasions pour boire. Et quand on a fait dans un mariage, et puis après, qu'est-ce que vous gagnez? Très bien, on va terminer l'émission. Alors, où trouver la femme ou l'homme idéal? L'université, l'école, l'entreprise? On trouve la femme idéale partout. Tu peux trouver ta femme idéale dans une boîte de nuit. Tu peux trouver ta femme idéale. Oui, mais surtout pas d'ailleurs à l'église, c'est pas le plus bon endroit. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Qui vient à l'église généralement? C'est des cœurs meurtris, troublés. Non, mais la bonne femme, l'exclusivité de l'endroit, il n'y en a pas. Tu peux trouver la bonne femme à l'église. Tu peux trouver une convertie à l'église. Tu peux trouver une très bonne personne dans au marché. Tu peux trouver là où l'amour frappe, on ne sait pas quoi. L'amour n'a pas de numéro de téléphone. Très bien. L'amour a un réseau, donc l'amour c'est comme ça. Tu peux trouver l'amour ici à Congo Buzz comme toi Hervé. Tu peux trouver ton amour ici. Tu peux trouver ton amour dans le journalisme. Tu peux trouver ton amour partout. Très bien, on a terminé l'émission. Alors en gros, qu'est-ce que les internautes, qu'est-ce que les publics doivent retenir concernant les mariages? Mariez-vous quand vous êtes prêt, quand vous avez toutes les informations possibles sur vous-même et sur le partenaire. Mariez-vous avec la personne de votre choix, que vous aimez vraiment et qui vous aime aussi. Mariez-vous parce que vous pensez que c'est important pour vous, vous voulez fonder un foyer, vivre l'amour comme il faut. Bon, c'est bien, vous pouvez vous marier pour ça. Et mariez-vous où vous voulez vous marier, où vous pensez que c'est important de vous marier. Ça peut être chez vous, ça peut être à la police, ça peut être dans la commune, ça peut être partout où vous voulez, mais ça doit être là où vous voulez et que ça ne vous coûte pas beaucoup. Et puis, mariez-vous, si c'est bon de le faire. Surtout, ne vous mariez pas par précipitation, ne vous mariez pas par pitié, par contrainte. Ne vous mariez pas par contrainte, ne vous mariez pas par obligation, ne vous mariez pas par défi, ne vous mariez pas par complexe, ne vous mariez pas surtout par ignorance. Très bien, l'émission est terminée, mais une dernière question qui me vient à l'esprit. Êtes-vous pour ou contre les relations amoureuses à distance où les deux partenaires n'ont pas des moyens pour se rencontrer, mais bon, ils se servent quand même des téléphones? Je suis dubitatif sur la question. L'amour à distance est extrêmement compliqué. Il faut atteindre un degré de maturité pour comprendre ça. Sinon, c'est beaucoup de pression. Il faut qu'on en parle un autre jour, je pense. Très bien, l'émission est terminée. Alors, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, Hervé. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.